C'est Si lugubre, un thriller à suspense de Faith Bold, Tom Sees, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Lorsque Harold franchit le seuil du restaurant bondé, 7 employés étaient visibles, 4 serveurs, une hôtesse et 2 chefs. Tous s'écrièrent en chœur « Ira Shaimas » à son entrée. Aucun d'eux ne le connaissait. Personne ne le connaissait vraiment d'ailleurs. C'était son petit jeu. Toutes ces photos promotionnelles dissimulaient habilement son visage. Même les portraits d'auteurs sur ses livres le cachaient. Un carré de porc rôti, un faisan sous cloche, un coq au vin, chacun de ces plats photographiés pouvait être placé stratégiquement pour masquer ses traits. L'objectif était simple, que le personnel ignore que Harold Grimes était critique gastronomique. Préserver son anonymat était crucial pour garantir l'honnêteté de ses critiques. Il ne voulait pas risquer qu'un restaurant le reconnaisse et lui réserve un traitement de faveur. L'accueil déjà était prometteur. Un geste simple, certes, mais essentiel à l'expérience culinaire. Pourtant, nombreux étaient les établissements qui négligèrent de former leur personnel à cette étape cruciale. Harold ne critiquait que rarement des restaurants aussi branchés. Le problème avec ces endroits à la mode, c'est qu'on était sûr de froisser quelqu'un en pointant du doigt une cuisine médiocre. La génération Z semblait davantage préoccupée par le potentiel Instagram d'un restaurant et son image vertueuse que par la qualité des mets. Harold ne voulait rien avoir à faire avec tout cela. Mais le rédacteur en chef de City Watch avait insisté pour celui-ci. Certes, Harold était indépendant, mais il tenait une chronique régulière dans le magazine. Il aurait pu refuser, mais on ne fait pas carrière dans le journalisme en déclinant des missions. Surtout quand les rédacteurs en chef de magazines gastronomiques et lifestyle se moquent éperdument de la nourriture elle-même. Il soupira. C'était justement ce qu'il espérait changer, du moins en partie. Il voulait que les gens s'intéressent vraiment à ce qu'ils mangeaient. N'était-ce pas là tout l'intérêt ? Une jeune femme japonaise d'une beauté saisissante s'approcha pour le guider vers une table. Harold aurait parié gros qu'elle n'avait jamais mis les pieds au Japon. Elle était trop enjouée, trop désinvolte et manquait du formalisme propre au restaurant nippon traditionnel. Elle avait probablement grandi dans une banlieue chic de la côte Est, s'imaginant que les Japonais se comportaient comme les personnages niais des dessins animés conçus pour les ados américains. Cette prétention ternissait quelque peu la bonne première impression laissée par la salutation traditionnelle. Elle lui tendit la fiche de commande habituelle des bars à sushi, puis disparut sans lui demander s'il souhaitait boire quelque chose. Encore un point négatif pour l'établissement. Mais bon, les premières impressions sont souvent trompeuses. Il cocha les incontournables, toro, uni, tamago, ebi, un assortiment de maki et le plat du jour. La serveuse revint avec des edamame, du thé et de l'eau. Il haussa les sourcils en signe d'approbation, tout en se réprimandant intérieurement. Il s'était attendu au service d'un restaurant américain, oubliant complètement les usages japonais. Il remercia la serveuse et commanda une bière japonaise ainsi que du saké, avant de lui remettre sa fiche. Elle parut déconcertée, évidemment. Il avait commandé bien plus qu'un homme seul ne pouvait manger. Il s'était peut-être trahi en tant que critique, mais c'était inévitable. Il devait goûter à tout pour évaluer correctement le menu. Il but une gorgée de thé, la faisant tourner avec précaution dans sa bouche. Un bon thé japonais offre un équilibre subtil entre umami et douceur, avec une légère astringence. En Amérique, il semblait que personne n'ait jamais réussi à le préparer correctement. Celui-ci était aussi bon, voire meilleur, que celui qu'on lui avait servi à l'hôtel Hana de Tokyo. Ce restaurant méritait peut-être qu'on lui laisse sa chance. Il goûta aux edamame et fut ravi de constater que les fèves gardaient une texture al dente. Il ne comprenait pas pourquoi tant d'établissements s'obstinaient à cuire leurs edamame jusqu'à les réduire en bouillie. La texture, un élément essentiel de la nourriture, souvent négligé. C'était un point automatique en faveur d'un restaurant quand il se rappelait que la nourriture devait être plus qu'une simple pâte aromatisée. Il prit une autre bouchée, puis sa gorge se serra brusquement. Il crut d'abord avoir avalé de travers, mais lorsqu'il toussa pour tenter de se dégager, il ne parvint pas à expulser l'air. Par réflexe, il essaya d'inspirer, en vain. Il ne s'étouffait pas, il suffoquait. Sa gorge s'était complètement fermée, une réaction allergique. Mais il n'était allergique à rien, et il avait déjà bu du thé et mangé des edamame des centaines de fois auparavant. La panique s'empara de lui. Il bondit sur ses pieds et tenta d'appeler à l'aide, mais en vain. Aucun son ne sortait de sa bouche. Alors que sa vision se brouillait, il courut de table en table, agitant frénétiquement les bras et se tenant la gorge, dans l'espoir désespéré que quelqu'un comprenne sa détresse et lui vienne en aide. Un homme bienveillant essaya de lui faire la manœuvre de Heimlich. Harold voulut lui expliquer que ce n'était pas un étouffement,
que sa gorge s'était simplement fermée et que cette technique ne servirait à rien. Mais les mots restaient coincés. Il ne pouvait que halter silencieusement, s'agrippant à l'air qui lui manquait, tandis que l'obscurité envahissait peu à peu son champ de vision. Chapitre 1er. Bonsoir, je suis Tyler Hudson et vous êtes sur Crime Bites, l'émission qui lève le voile sur l'univers criminel et révèle la noirceur tapie dans l'ombre. Ce soir, je pense que nous savons tous de quelle affaire nous allons parler. Allez Tyler, dit Faith d'un ton taquin, éclairez-nous donc. Le 21 juillet 1988 débutait la sélection du jury pour l'affaire du tracker nocturne. Certains affirment que le procès West présente d'étranges similitudes. Nous accueillons aujourd'hui un ami de l'émission, Benjamin Traynor, historien du droit. Benny, bienvenue. Merci de m'accueillir. Turk posa sa tête sur les genoux de l'agent spécial du FBI Faith Bold et leva les yeux vers elle. Elle ébouriffa le pelage du grand berger allemand en marmonnant « Je sais, mais je ne vais pas éteindre, alors il faut faire avec ». Traynor, le dernier d'une longue série d'intervenants insipides choisis par Tyler Hudson pour son émission, se lança dans son habituel laïus sur un sujet qu'il maîtrisait bien moins qu'il ne le croyait. La plupart des commentaires ne sont que du vent. Certes, la constitution du jury sera laborieuse, mais on oublie souvent qu'au moment où débutait la sélection pour Richard Ramirez, celle de Randy Kraft commençait aussi. Randy Kraft, ça ne me dit rien. On le surnommait le tueur des autoroutes, expliqua Traynor. Certains l'appelaient l'étrangleur de Californie du Sud ou le tueur aux cartes de pointage. Il était bien plus prolifique que Ramirez. Ce dernier est lié de façon crédible à 14 meurtres et a été condamné pour 13 d'entre eux. Kraft, lui, pourrait avoir tué jusqu'à 67 personnes. Le fait est que 2 procès majeurs concernant des tueurs en série se déroulaient simultanément dans une zone géographique restreinte, le comté de Los Angeles et le comté d'Orange, en Californie du Sud. On s'attendait à interroger plus de 2000 jurés potentiels rien que pour constituer le jury. Ils ont fini par en convoquer 1600. Faith soupira et se leva. « Je vais me préparer à manger. Tu veux quelque chose ?» En 2 ans et demi de vie commune, Turk n'avait jamais refusé de nourriture. Il aboya joyeusement et elle gloussa en lui caressant la tête. « Préviens-moi quand ils parleront de l'affaire West. » Elle se concocta un repas rapide et ouvrit une boîte pour Turk. Quand elle cuisinait, elle lui préparait généralement de la viande fraîche, mais ce n'était pas souvent le cas. Heureusement, le bureau prenait en charge la nourriture coûteuse qu'elle avait choisie pour son chien, lui permettant de lui donner quelque chose de naturel et sain, plutôt que les aliments industriels vendus en supermarché. L'animateur continuait de parler de l'affaire Richard Ramirez, tandis que Traynor émaillait son discours d'anecdotes sur le tueur aux cartes de pointage. Faith secoua la tête en rapportant leur repas dans le salon. « C'est toujours pareil, dit-elle, une fois de plus troublée par son propre détachement. C'était pourtant vrai. Les médias adoraient faire des tueurs en série des célébrités. Ils leur donnèrent des surnoms accrocheurs. Le tracker nocturne, le vampire du terminal des villes jumelles, le fils de Sam, le tueur Alan, et en parlaient comme s'il s'agissait de stars de cinéma. C'était écœurant et plus écœurant encore que tant de gens consomment ce genre de divertissement. Mais ce qui exaspérait vraiment Faith, c'était l'ampleur des erreurs qu'il commettait. Ce que nous avons avec West, déclara Traynor, c'est un cas très similaire à celui de Ramirez, mais dans un emballage aussi prolifique que Kraft. Vous pensez que West est comparable au tracker nocturne ? Oh oui, c'est un déviant sexuel violent, probablement impuissant, qui provoque la douleur comme substitut au plaisir et qui utilise un couteau pour pénétrer ses victimes plutôt que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'animateur rit poliment. Faith rit aussi, mais d'un rire amer et méprisant. West n'a rien à voir avec Ramirez. Turk gémit et releva la tête pour la regarder à nouveau. Elle lui caressa doucement le crâne et tenta de contrôler sa respiration pour ne pas paraître angoissée. Elle réalisa que ce n'était peut-être pas une bonne idée de suivre les informations sur la procédure. Elle avait déjà fait sa déposition et s'était prévalue de son droit, en tant que victime de West, de ne pas le voir au tribunal. Elle n'avait plus peur de lui, mais elle détestait le travail en salle d'audience quand elle n'avait pas de lien personnel avec l'affaire. Elle n'avait aucune envie d'affronter le stress du tribunal alors que cette affaire avait occupé une place centrale dans sa vie ces 2 dernières années. Elle comptait bien garder un œil sur l'affaire. Qu'elle le veuille ou non, elle savait qu'elle ne pourrait pas s'en empêcher. Les méthodes de West rappellent celles d'autres tueurs comme Dennis Rader, le tristement célèbre BTK. En fait, je pense qu'il a autant de points communs avec Rader qu'avec Ramirez. Ligoter, torturer et tuer pourrait tout aussi bien décrire le modus operandi de West que celui de Rader. « Bon sang, quel crétin !» marmonna-t-elle.
Elle gratta la tête de Turk pour le rassurer. Mais ils étaient tellement à côté de la plaque. Comment pouvait-il affirmer que West n'avait rien à voir avec Ryder juste parce qu'il attachait ses victimes? Le ligotage faisait partie du mode opératoire de nombreux tueurs en série, souvent pour des raisons pratiques plutôt que psychologiques. Il était plus facile de tuer quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Ils citèrent des tueurs en série comme on citerait des stars de cinéma. Sacré charognard, pesta-t-elle. Faith s'empara de la télécommande, mais s'arrêta net en entendant son nom. Tyler, l'animateur, prit la parole. Je suis particulièrement intrigué par son obsession pour l'agent spécial Faith Bold du bureau du FBI à Philadelphie. Selon nos sources, elle a témoigné par écrit que West l'a harcelée pendant des années, allant jusqu'à se faire passer pour son thérapeute pendant des mois. Pensez-vous que cela était motivé par une attirance sexuelle pour l'agent Bold? Oh, très certainement, répondit Traynor. Et je pense que cela a été exacerbé par sa position d'autorité. J'aimais l'hypothèse que West a nourri des attirances malsaines envers des figures d'autorité féminines dans son passé. On peut faire le parallèle avec des cas comme celui d'Ed Kemper. Faith éteignit la télé, résistant à l'envie de balancer la télécommande contre l'écran. Pourquoi fallait-il toujours tout ramener au sexe quand on parlait de tueurs? West n'était pas obsédé par Faith parce qu'il voulait coucher avec elle. En fait, Faith était presque certaine que West n'était pas du tout intéressé par le sexe. West ne tuait pas pour assouvir des pulsions sexuelles. Il le faisait pour jouer à Dieu. Il voulait dominer totalement ses victimes, les réduire à l'état de jouets soumis à sa volonté. D'une certaine manière, elle supposait que c'était similaire à Ryder, mais il n'y avait aucune motivation sexuelle dans ses actes. Il était obsédé par Faith parce qu'elle avait échappé à son emprise divine. Il pensait que Jethro Trammell, le premier tueur d'Anne, n'avait pas réussi à briser l'esprit de Faith. Il voulait surpasser Trammell en détruisant l'âme de Faith avant de s'attaquer à son corps. En fait, Faith n'était même pas sûr qu'il ait eu l'intention de la tuer. Il avait laissé passer plusieurs occasions de le faire. Ce qui l'intéressait, c'était d'anéantir sa volonté. Il avait échoué sur ce point aussi, mais il avait bien failli réussir, et il avait laissé de profondes cicatrices dans son sillage. C'est ce qui le différenciait de Rader, Bundy ou Ramirez. Ils voulaient tous posséder le corps de leur victime. West, lui, voulait posséder leur âme. Elle se leva et poussa un long soupir. Elle avait eu raison. Elle n'aurait pas dû regarder cette fichue émission spéciale. « Tu veux aller courir, mon grand? Maman a besoin de se défouler un peu. » Turk, le ventre plein, gémit plaintivement. « Une promenade, alors ?» proposa Faith. « Ça te va ?» Turk aboya joyeusement et se leva. Faith sourit au chiot et sentit la tension dans ses épaules s'estomper. Tout ça n'avait plus d'importance. Que les tabloïds et les émissions à sensation s'en donnent à cœur joie. Qu'il débite toutes les âneries qu'il voulait. Il ne pouvait pas lui faire de mal. West ne pouvait plus lui faire de mal. Elle avait gagné. Elle enfila un pull et des chaussures, puis attacha ses cheveux en queue de cheval. Turk l'attendait près de la porte, la queue frétillante, les yeux toujours aussi brillants, doux et aimants. Elle sourit et lui ébouriffa à nouveau la fourrure. « C'est juste une balade tranquille, mon grand. Pas de méchants à attraper ce soir. » Turk semblait satisfait, mais tandis que Faith le conduisait en bas des escaliers et dans la rue, elle se surprit à souhaiter qu'il y ait un malfrat sur lequel elle pourrait déverser sa frustration. Chapitre 2. À cet instant, l'équipe n'avait pas encore dévoilé sa stratégie. Plusieurs appels étaient en cours et Lillian se moqua de Benjamin Traynor. « Pourquoi diable parles-tu encore du tracker nocturne? Ce n'était qu'un amateur comparé à West. » Sur le petit écran, l'homme ressemblait à une caricature. Il n'avait rien d'un invité professionnel d'émission télévisée. On aurait dit un acteur de série B des années 50 communiquant avec un extraterrestre. Bien sûr, ce vieux poste n'était pas en noir et blanc, ce qui ne collait pas tout à fait avec l'image. L'un de ces appels ne visait-il pas à dessaisir le juge Tynan de l'affaire? C'était l'animateur, le tout aussi caricatural Tyler Hudson. Lillian espérait secrètement que West ferait de ce petit prétentieux l'une de ses victimes, mais il n'en avait rien fait. « En effet, » répondit Traynor, « c'était un recours pour contester la décision d'un juge qui avait refusé de se dessaisir. » À ce moment-là, Ramirez avait changé de look. Il portait du noir et des lunettes de soleil. C'était exaspérant. L'émission était censée parler du Dr West. Il valait 1000 fois ce Richard Ramirez. Ce dernier n'avait rien d'exceptionnel, juste un violeur de plus qui avait besoin de tuer pour s'en sortir. Il y en avait à l'appel. West, lui, était unique. « Tu n'as rien de neuf à raconter, » railla Lillian. « C'est pour ça que tu rabâches sur le tracker nocturne. » C'était écœurant. Richard Ramirez était grossier et sans finesse. Un vrai bouffon.
Oubliez l'idée qu'il puisse être dans la même catégorie que le Dr West. Ils ne jouaient même pas dans la même cour. C'est un autre point commun entre Ramirez et West. Non, hurla Liliane. Elle souleva le petit poste et le projeta contre le mur. Elle s'agenouilla, le ramassa et le fracassa au sol, jusqu'à entendre un craquement et voir l'écran s'éteindre. Elle respira profondément, serrant l'appareil mort entre ses mains et fixant la boîte inutile, les dents serrées. Quand sa respiration se calma, elle lâcha le poste et se laissa glisser contre le bureau. Elle ferma les yeux et pensa au bleu. Bleu tendre, bleuet, comme les yeux du Dr West. Elle se concentra sur cette couleur jusqu'à ce que son cœur retrouve un rythme normal, puis soupira et se releva. Elle prit le poste et le sortit du placard qui lui servait de bureau. Il faudrait en acheter un autre. Les gens d'ici ne posaient pas de questions, mais les gérants du motel n'apprécieraient sûrement pas qu'on détruise l'un de leurs téléviseurs. Fabriquait-on encore ces petits postes à tube cathodique? Ce motel était le seul endroit où Liliane en avait vu depuis des décennies. Elle devrait peut-être se contenter d'un écran plat bon marché. Elle pourrait dire au directeur qu'elle avait trébuché et fait tomber accidentellement le poste. N'importe quel téléviseur serait une amélioration par rapport à cette vieillerie, donc elle doutait qu'il fasse trop d'histoire. Elle jeta le poste dans la benne à ordures. Il tomba dans un bruit sourd. Les poubelles avaient été ramassées le matin même. Aujourd'hui, elle devrait acheter un téléviseur pour apaiser le gérant quand il viendrait frapper à sa porte pour savoir pourquoi sa télé était cassée. Liliane resta près de la benne, repensant à l'émission spéciale qu'elle venait de regarder. Comment pouvait-on comparer le docteur Franklin West à cet abruti de Ramirez? Le docteur West était le genre d'homme qu'on ne rencontre qu'une fois dans sa vie, peut-être même moins. Il n'avait rien à voir avec le traqueur nocturne. Il était plutôt du calibre du tueur du Zodiaque ou de Jack l'Éventreur, une légende qui inspirait la terreur dans le cœur de tous ceux qui entendaient un son nom. Sauf que ces tueurs n'avaient jamais été arrêtés. West, lui, s'était fait prendre à cause de cette garce de Fate Bold. Ce n'était pas juste. Un homme comme West n'aurait pas dû tomber à cause d'un simple agent du FBI et de son stupide chien. Ce n'était pas juste, mais elle les aurait. Elle vengerait West. « Pour toi, mon amour », murmura-t-elle. Elle se figea en réalisant qu'elle avait parlé à voix haute. Bon sang, il fallait qu'elle fasse plus attention. Elle s'éloigna de la benne et se dirigea vers sa voiture. Elle trouverait le téléviseur le moins cher chez Walmart et, à son retour, elle mettrait son plan à exécution. Profite de tes derniers jours, Faith Bold. L'Ouest te brisera toujours. Chapitre 3. En quittant le parking, Faith soupira de frustration et alluma la radio. Une fois de plus, les informations s'évertuaient à comparer West à d'anciens tueurs en série. À vrai dire, l'émission évoquait plutôt les similitudes probables dans le procès à venir que les meurtres eux-mêmes. Bien que cela l'agaçât également, c'était plus facile à digérer que les sempiternelles comparaisons entre West et les serial killers favoris des médias. Une certaine dose de sensationnalisme était inévitable dans une affaire aussi médiatisée. Pendant sa détention provisoire, le personnel pénitentiaire a surpris Ramirez en train de fomenter l'assassinat du procureur avec une arme qu'un complice devait lui faire passer dans la salle d'audience, expliqua l'un des intervenants. Effectivement, ils ont installé un détecteur de métaux et même fouillé les avocats, renchérit un autre. West pourrait-il envisager un plan similaire? C'est possible, mais peu probable qu'il réussisse. Le dispositif de sécurité pour cette affaire sera sans précédent. West est rusé, certes, mais je doute qu'il ait plus de succès que Ramirez. Bon sang, s'écria Faith en baissant brusquement le volume. Elle avait voulu changer de station, mais s'était trompée de bouton, éteignant la radio par mégarde. L'envie lui prit de l'arracher du tableau de bord et de la jeter par terre. Turk se mit aussitôt en alerte, aboyant et grognant, tout en scrutant l'extérieur à la recherche d'une menace. Elle soupira et lui caressa les flancs. « Désolé, mon grand, maman s'est emportée contre la radio ?» Turk la regarda, puis fixa la radio d'un air perplexe, avant de grogner un dernier avertissement à l'encontre de l'appareil incriminé. Elle rit et le flatta de nouveau. « C'est bon, mon beau, je l'ai éteinte. » Turk aboya une dernière fois en direction de la radio, comme pour la prévenir de rester muette, puis se réinstalla confortablement sur le siège passager. Elle lui sourit. « Tu es le meilleur des chiens, tu le sais ?» Il lui lança un regard qui semblait dire « Évidemment, maman ». Elle rit de plus belle et lui gratta derrière les oreilles. Dans 300 mètres, tournez à gauche. Faith fronça les sourcils en regardant sa radio. Elle croyait l'avoir éteinte, alors pourquoi lui donnait-elle des indications? Elle conduisait une Crown Victoria 2009 qui, bien que plus moderne que la vénérable Crown Vic de 96 qu'elle remplaçait, n'était pas équipée d'un système de navigation. Tournez à gauche, vous êtes arrivé à destination.
Elle sentit une vibration contre sa cuisse gauche et réalisa qu'elle entendait son téléphone. En quittant son appartement, elle avait cherché l'itinéraire pour se rendre au restaurant et oublié de fermer l'application de navigation. Ses joues s'empourprèrent, et elle se réjouit que David ne soit pas là pour assister à la scène. Il n'aurait pas manqué de la taquiner. Faith Bold, 34 ans, 11 ans de carrière au FBI, détective hors pair, mais incapable de maîtriser un smartphone. Elle se gara sur le parking et trouva une place près de l'entrée. « Vous êtes arrivé à destination. Merci Google Maps », dit-elle d'un ton amusé. Elle sortit de sa voiture et s'empressa de fermer l'application. Elle soupira et fit demi-tour pour laisser sortir Turk, mais il avait déjà bondi par-dessus les sièges et s'était extirpé par la portière. Il la regarda, la queue frétillante, et elle dit « J'espère que David ne s'est pas trompé en disant que cet endroit accepte les animaux. Ça a l'air chic. » Techniquement, en tant que chien policier, Turk était considéré comme un animal d'assistance et n'était pas soumis aux restrictions habituelles concernant les animaux de compagnie. Cependant, Faith répugnait à profiter de cette exemption. En réalité, elle n'aimait guère les restaurants huppés. Elle détestait devoir surveiller sa posture, se demander quelle fourchette utiliser ou comment tenir correctement son verre de vin. David avait beau lui répéter que tout cela n'avait aucune importance, Faith ne parvenait pas à se défaire de l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine chaque fois qu'ils sortirent dans un établissement haut de gamme. Turk, bien entendu, n'en avait cure. Il entra dans le restaurant d'un pas allègre, saluant joyeusement les autres chiens présents. La présence d'autres canidés était rassurante. David avait vu juste concernant l'accueil des animaux. Hormis la façade, l'endroit ne semblait pas non plus excessivement guindé, ce qui la soulagea. « Faith !» Elle se retourna au son de cette voix et sourit en apercevant la silhouette de star de cinéma du docteur David Friedman, le vétérinaire de Turk et l'homme de sa vie. Elle gloussa et se précipita dans ses bras, puis se laissa aller à son baiser avec un soupir de contentement. Bien qu'elle ne se considérât pas particulièrement féminine, quelque chose chez David la faisait fondre et lui donnait envie de virevolter comme une ballerine. « Waouh !» s'exclama David en s'éloignant. « Quelqu'un est de bonne humeur. »« Pourquoi dis-tu ça comme si tu étais surpris ?» le taquina Faith. « Je ne suis pas surpris, je suis juste content de te voir. Tu sais, j'aime bien énoncer l'évident. »« C'est vrai, tu as un don pour ça. »« Eh bien, laisse-moi te dire autre chose d'évident. Tu es magnifique. » Elle leva les yeux au ciel mais sentit ses joues s'empourprer sous le compliment. « Et toi, tu es beau. D'autres niaiseries à dire avant qu'on ne mange ?» Il sourit et elle le coupa. « Non. »« Quoi ? C'est toi qui as demandé. »« Oui, et je le regrette. Te présenter à Michael a été la pire erreur de ma vie. » David n'avait rencontré que récemment le compagnon de Faith, Michael. Bien que leur première rencontre n'ait pas été des plus agréables, ils étaient devenus très proches, ce que Faith appréciait et, n'appréciait pas du tout en fait. C'était déjà assez difficile de gérer l'humour de Michael sans que David ne fasse preuve de la même immaturité. « Oh, tu sais que tu m'adores. » Elle soupira. « Rappelle-moi pourquoi. » Bien sûr, il sourit. Après le dîner, elle leva à nouveau les yeux au ciel et s'assit. « C'est le genre d'endroit où on mange avec les doigts, où je dois savoir à quoi servent toutes ces fourchettes. »« Une pour le plat, une pour le dessert, » répondit-il. « C'est comme ça que je fais en tout cas. »« Ça me va. Où est le menu pour chien ? » Au verso, mais tu vas juste lui donner ton steak, alors pas la peine de chercher. Et qu'est-ce que tu en sais ? Je pourrais décider de varier et lui commander du saumon vegan, sans gluten et à base de plantes. Turk leva les yeux vers elle, inquiet, et David rit en lui tapotant l'épaule. T'en fais pas, mon vieux, je ne la laisserai pas te faire ça. Turk poussa un soupir de soulagement et Faith gloussa à nouveau. Rien de tel qu'un repas avec ses deux garçons préférés pour lui faire oublier l'affaire. Malheureusement, l'un de ses garçons préférés, bien que très beau et gentil, n'était futé que lorsqu'il s'agissait de la santé des animaux. « Tu as suivi l'affaire ?» Son sourire s'évanouit. Elle haussa les épaules et dit « Pas vraiment, j'essaie de prendre du recul, tu vois. » David ne comprit pas l'allusion. « Tu as entendu qu'il l'appelle le nouveau Richard Ramirez ?» Elle força un autre sourire et dit « Ne parlons pas de West pour le moment. Comment vas-tu ? Le boulot, ça se passe bien ?» C'était plus un ordre qu'une suggestion, mais au moins David le comprit cette fois. « Le boulot, ça va, je vais très bien. Je serai encore mieux quand ma copine depuis presque 2 ans vivra avec moi. » Elle soupira, mais sa réticence relevait plus du rituel que d'un véritable sentiment. Avec West en détention, elle ne craignait plus autant pour la sécurité de David. En fait, elle voulait emménager avec lui. Mais elle ne pouvait pas le dire comme ça. Il fallait qu'il le mérite un peu. Elle soupira et dit « Je peux peut-être te trouver une poupée gonflable dans la salle des scellés du bureau ?» Il grimaça. « Burke, non merci. »« Tu es sûr ?
Elles feront tout ce que tu veux. Ça ira, merci, coupa-t-il. Burk, Burk. Elle rit, puis soupira à nouveau. Moi aussi j'ai envie d'emménager avec toi, mais ce n'est pas comme si je pouvais débarquer demain et changer mon adresse postale. Pourquoi pas? Eh bien, il me reste encore 6 mois de bail. Et alors? Je ne te demanderai pas de loyer. Tu peux finir de payer le bail et ne pas le renouveler. Je dois quand même y vivre. C'est ce qu'on appelle le maintien de la résidence. Je crois que ça s'appelle autrement, mais je vois ce que tu veux dire. Donc tu y passes 1 ou 2 nuits par semaine et tu laisses la lumière allumée quand tu n'y es pas. Quel gaspillage irresponsable d'énergie, Dr. Friedman. Il soupira. Tu vas vraiment me faire attendre 6 mois de plus? Je sais, dit-elle en faisant la moue comme une mère qui console son enfant. C'est dur. Pauvre bébé, je suis désolée. Il rit et insista. C'est dur. Je t'aime. Je veux rentrer à la maison avec toi. Allez, je suis si collant que ça, juste parce que je veux passer chaque seconde du reste de ma vie à moins d'1 mètre de toi? Elle rit et prit ses mains dans les siennes. Oui, mais ce n'est pas grave, parce que moi aussi, je veux être avec toi. Elle croisa son regard et lui dit « Laisse-moi y réfléchir, d'accord? Tu as pensé à… Je sais, juste un peu plus longtemps. Au pire, 6 mois. Si tu m'aimes, tu patienteras. » Il leva les yeux au ciel et gémit. « Ah non, c'est pas du jeu, tu peux pas utiliser cet argument. »« Bien sûr que si, » dit-elle d'un air espiègle. « Mais ce sera sûrement avant 6 mois. » Son visage s'illumina aussitôt. « Vraiment? » ?»« Oui, vraiment. » Son portable sonna. Elle le sortit de sa poche et soupira. « C'est pas vrai. »« Ton patron? » ?»« Pire, mon coéquipier. » Elle décrocha et entendit la voix de Michael. « Dis, j'espère que je ne t'interromps pas en pleine séance coquine. » Après 11 ans à travailler avec Michael, elle s'était habituée à son humour lourd et puéril. Elle lui répondit sur le même ton. « Non, et Ellie, elle te regarde en espérant que tu aies déjà fini? » Audacieux de ta part de croire qu'elle daigne me regarder. Face grimaça. « D'accord, c'est ma faute. J'aurais dû t'ignorer au lieu de jouer le jeu. Dis-moi que tu appelles juste pour m'enquiquiner et pas pour le boulot. »« Désolé, répondit-il. C'est pour le boulot. » Elle soupira et baissa la tête. David lui tapota l'épaule pour la réconforter et elle demanda « Qu'est-ce qui se passe ?»« Un meurtre au sushi Amaterasu. Ça ressemble beaucoup à l'affaire du critique gastronomique. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.